Mesdames, messieurs, bienvenue à cette 6e émission de Coconut Podcast. Avant même de poursuivre, je tiens à vous inviter à liker la page Facebook Alain Joe Coconut Podcast afin de pouvoir nous suivre, mais également notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et vous aurez nos vidéos en primeur. Écoutez, une programmation incroyable, des invités de marque. Aujourd'hui, comme première invitée, oui, elle est avec nous, Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, vice-première ministre du Québec de 2017 à 2018, également aujourd'hui dans la course à la chefferie du Parti libéral. Ensuite, comme deuxième invité, Monsieur Yves-Michel Volsi, directeur général à la commission scolaire de Laval. Alors, on va parler éducation. Comme troisième invité, on se transfère dans le milieu de la santé. On va s'entretenir avec Docteur Bénédicte Hébert. Alors là, on va rencontrer tout un docteur. Et comme dernier invité, le dernier, mais non le moindre, messieurs, dames, c'est un grand plaisir qu'on va s'entretenir avec Mika Ben, auteur, compositeur, interprète. On a une émission chargée, messieurs, dames. Sans plus tarder, on revient dans quelques instants avec nos invités fabuleux. Restez avec nous sur Coconut Podcast. Messieurs, dames, l'invité que nous allons vous présenter aujourd'hui, écoutez, c'est plus qu'un honneur que de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle a été vice-première ministre du Québec. Elle est une femme hyper impliquée. Aujourd'hui, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, porte-parole de l'opposition en matière d'économie. Nous avons l'immense plaisir d'avoir sur les ondes de Coconut Podcast, je dis Madame Dominique Anglade. Dominique, comment vas-tu? Ben, je vais bien, somme toute. Je vais bien. En ces temps de confinement. Mon Dieu, toute présentation que tu as fait là. En cette période de confinement, premièrement, tu reprends ton premier rôle, qui est le rôle de député d'abord dans le comté. Donc, on a un comté avec toutes sortes d'enjeux, 4 CHSLD, des enjeux d'itinérance, des enjeux d'une population qui est vieillissante, aussi une population immigrante plus difficile dans certains cas où il y a des endroits qui sont plus vulnérables, 10 écoles primaires. Donc, un comté qui est très chargé d'un point de vue social et ça te remet, comme on dit, ça te ground à la réalité, ça t'ancre vraiment sur le terrain dans la réalité. Et puis, à la maison avec les 3 enfants qui, eux aussi, sont confinés. Puis, on essaie tant bien que mal de faire des devoirs tous les jours. Alors, et monsieur va bien, les enfants, oui, ils ont hâte de sortir? Ils sortent un peu, mais tu sais, ils sortent pas très loin. Puis, mais bon, ils sont 3. Hein. Quand on a 3, c'est peut-être parfois ils peuvent se chicaner beaucoup, mais parfois, c'est une bonne dynamique aussi. Et puis, qu'est-ce que je dirais d'autre? Ils sont, c'est comme tout parent, on travaille tous les deux à temps plein, à distance, parfois un petit peu sur le terrain, puis on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Écoute, on va apprendre à te connaître, Dominique. J'ai dit que tu as été vice-première ministre du Québec. Tu as occupé, alors là, la seconde plus haute fonction dans la province. Félicitations. Également, tu as été ministre de l'Économie, de l'Innovation numérique, c'est bien ça. Et aujourd'hui, la situation vous appelle, député, à travailler à la maison, donc du télétravail. Comment ça s'opère? Je sais que vendredi dernier, il y a eu une séance que vous pouviez poser des questions au ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon. Comment ça s'est opéré? Comment vous travaillez à distance, là, les députés? On essaie, la distance fait en sorte que tu dois être assez créatif. On essaie, alors je porte-parole en économie, puis conséquemment, j'essaie de faire, cette semaine, on en a fait un autre, des séances où avec mon collègue, mon chef d'Éragie, mon collègue Carlos Létard, on va dans des régions, donc on a fait de la bourse. En Beauce?
75 personnes, je pense. Évidemment, c'était par Zoom. On a fait la même chose. On a fait la même chose à Montréal, à Sherbrooke. Donc, on essaie d'être présent dans différentes régions, se promener, répondre aux questions, parce que les gens ont plein de questions aussi par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis pas une spécialiste de la santé publique, mais j'ai une réalité de comté que je connais et j'ai une expérience d'un point de vue économique. Donc, on essaie de répondre aux questions qui touchent l'économie de manière générale, des entrepreneurs, un salon de coiffure, qu'est-ce qu'ils ont comme, à quoi ont-ils droit, comment est-ce qu'ils peuvent entrevoir l'avenir et essayer de les orienter le mieux possible. Écoute, Dominique, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as fait de grandes études, écoute, HEC, Polytechnique, donc rapidement, tes origines, écoute, tu as une histoire incroyable, on te voyait à l'Assemblée nationale, tu relatais ces événements du 12 janvier 2010 et on a même vu un de tes collègues d'un parti adverse traverser la Chambre, M. Lionel Carman, pour te donner une belle accolade, vraiment te réconforter. On sait que tu as perdu tes parents lors de ce tremblement de terre. Monsieur Georges Anglade, également Madame Mireille Neptune Anglade, des gens qui étaient des bâtisseurs au Québec, fort impliqués également en Haïti. Dominique, les 3 prochaines minutes, là, le Québec t'écoute, tes études, ton parcours, ton background. J'ai appris, j'étais dans un moment, tu faisais une assemblée et tu relatais que tu as même vécu en Haïti. Tu sais, c'est vraiment intéressant, ça. Peux-tu nous parler un peu de Dominique Anglade, là? Le Québec t'écoute. Question large. Ouais. Ben d'abord, je suis née au Québec. Je vais commencer avec mes parents. Mes parents sont tous les deux haïtiens. Ils sont nés puis ils ont grandi. Ils sont nés à Port-au-Prince, puis ils viennent du sud, à Caen. À Caen du côté de mon père et les Cailles du côté de ma mère. Ils sont nés à Port-au-Prince. Ils ont fait leur parcours. Puis après ça, ils ont décidé d'aller étudier en Europe, en études universitaires. Puis avant de retourner en Haïti, parce que leur objectif, c'était de retourner en Haïti puis s'établir définitivement, ils sont venus s'installer au Québec pendant quelques années. Ils sont arrivés en 69 ici. C'était l'ouverture de l'UQAM. Mon père est devenu un des cofondateurs de l'UQAM. Et le ma mère est devenue... département de géographie? Oui. C'est ça, département oui. de géographie qu'il a fondé. Et ça va faire 50 ans, c'était 2019, c'était le 50e anniversaire de l'UQAM. Puis en 74 arrive le premier bébé. Moi, je suis le premier bébé de la famille. Et ils se disent, on devrait peut-être retourner habiter en Haïti. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on est après nos études, etc. On devrait retourner en Haïti. Puis quand ils sont arrivés en Haïti, avec moi, mon père était géographe, il avait 29 ans, il écrivait son premier livre. Puis il a loué des hélicoptères pour aller voir un peu le terrain, etc. Puis on vivait à l'époque en Haïti sous une dictature. Et donc, il a été arrêté juste avant son départ pour le retour au Québec pour aller faire leur valise et revenir définitivement. Il a été arrêté, condamné, mis en prison, condamné à mort, finalement réexpédié après la pression de beaucoup de personnes en Haïti, en France, au Québec, beaucoup de personnes qui ont mis de la pression pour libérer mon père. Finalement, il est revenu ici. Donc, c'est comme ça que moi, j'étais tout bébé à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que je suis revenue puis que j'ai grandi au Québec. Puis j'ai grandi dans une famille très, très politisée. Très politisée. Je me souviens à la garderie, j'avais 5 ans, puis je racontais à toutes mes amies, moi, mon papa, là, il a été en prison. Puis là, les petites copines, elles répétaient ça à tout le monde. Puis à un moment donné, la personne, la responsable, la gardienne, l'ancienne éducatrice, elle vient me dit, Dominique, il faut vraiment que tu arrêtes de raconter cette histoire-là. Je dis, non, mais pas juste mon père, hein, tous ses amis. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce qu'il y avait toujours des hommes politiques qui venaient. Là, je me souviens, je peux les nommer, mais bon, les Émile Olivier, les Claude Moïse, des gens qui avaient des Carl Lévesque, qui était un grand ami de mon père, qui est décédé malheureusement depuis, mais des Rémi Zamor, alors des gens qui étaient très, très, très impliqués, très engagés. Ma mère aussi était très engagée auprès des femmes, très impliquée dans le mouvement féministe. Femmes haïtiennes en Oumaché. Il y avait un groupe qui avait été créé, puis elle participait à ça, les réunions avaient la maison souvent. Donc, tout ça, ça fait en sorte que tu es très, très impliqué. Je fais du porte-à-porte avec ma mère pour les partis politiques. Donc voilà,
un peu la famille dans laquelle j'ai grandi. Puis en 86, Duvalier est parti. En 88, mes parents ont décidé de retourner en Haïti. Et là, j'habitais en Haïti de 88 à 91. Ça, c'était toute une expérience. C'était la montée d'Aristide. On était une famille qui soutenait beaucoup Aristide, d'ailleurs. Mon père avait écrit le plan de match de La chance qui passe avec Aristide. Okay. Donc, très impliqué politiquement, avec beaucoup d'insécurité. Il y avait des coups d'État, il y avait de l'insécurité. Enfin, c'était une insécurité constante. Et j'ai vécu 3 ans. Puis après 3 ans, j'ai décidé de revenir au Québec faire mes études. Donc, ça, c'est le début. Quand je suis revenue faire mes études, j'ai été à Polytechnique en génie industriel. Puis, je me suis impliquée dans toutes sortes de choses. J'étais présidente de l'Association des étudiants, etc. Donc, puis tu vas faire une maîtrise aussi quand même après, un MBA, puis pas à une école quelconque, là, quand même au HEC Montréal. Ça va vraiment propulser Dominique Anglade. On sait qu'elle va quand même s'impliquer au Parlement jeunesse du Québec. Elle va être également présidente de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce de Montréal. Jeune Chambre de commerce de Montréal. Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ça, c'est incroyable. Puis là, tu vas embarquer dans ton milieu professionnel. Tu vas travailler pour, McKinsey & Company. C'est un cabinet conseil, mais tu sais, dans les meilleurs au monde, tu vas quand même sûrement rencontrer du monde incroyable, impeccable. Tu vas te faire des connaissances, mais surtout, tu vas affûter ton analyse au niveau international, économique. Et là, tu vas revenir au Québec. Tu vas t'impliquer pour une première formation politique, quand même, comme présidente de cette formation politique, Coalition Avenir Québec. Et Monsieur Couillard, par la suite, tu pourrais nous l'expliquer, tu vas atterrir chez les libéraux, puis peu de temps après, tu te vois confier des portefeuilles, mais là, ça veut dire c'est l'expérience que tu as acquise tout au long de ta carrière qui vont t'amener à être la femme qui se doit d'occuper le poste. Alors, peux-tu nous parler un peu comment tu as embarqué en politique, Dominique? Bien, j'ai toujours été... c'est ce que je disais tout à l'heure de la politique. Je pense que quelque part, ça fait partie des gènes dans la maison. Si mon père a fait de la politique avec Aristide, il était ministre. Mon grand-père a fait de la politique. Mon arrière-arrière-grand-père a fait de la politique. Donc, il y a quand même une expérience, mais ce n'est pas une expérience québécoise, une expérience haïtienne qui fait en sorte que tu es très sensibilisé à ces questions-là. C'est sûr qu'au fur et à mesure que tu commences ta carrière, moi, j'ai commencé chez Procter & Gamble, je suis partie travailler en Ontario. Je le dis souvent, quand j'ai commencé à travailler, j'étais 4 fois une minorité. Là, j'étais une jeune femme noire, francophone, dans un milieu complètement différent en Ontario. Puis j'ai beaucoup appris de ça. J'ai beaucoup appris de cette expérience-là qui m'a rendue plus... comment est-ce que tu vas chercher l'autre? Comment est-ce que tu vas convaincre l'autre qui ne te ressemble pas nécessairement a priori, mais avec lequel tu dois bâtir des liens. Je suis partie travailler aussi aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé dans d'autres pays à cause des fonctions que j'occupais. Puis la politique, j'en ai fait, à un moment donné, j'étais à Vancouver, puis j'ai fait de la politique avec le Parti libéral fédéral dans le cadre d'élections générales, puis d'élections qui étaient pour des comtés spécifiques en Colombie-Britannique. Je me suis dit, quand je suis revenue au Québec en 2009, j'ai dit, je vais continuer à m'impliquer. Puis à l'époque, je trouvais que l'idée de la Coalition Avenir Québec était une bonne idée parce que c'était toutes sortes de personnes qui venaient de différents horizons qui se réunissaient. Puis j'ai décidé de voir si ça m'intéressait, puis d'en devenir la présidente. Ça n'a pas été pour moi ce à quoi je m'attendais. Pour des raisons largement des raisons identitaires, je vous dirais, dans le positionnement par rapport à l'immigration. Je ne me reconnaissais pas là-dedans. Je ne me reconnaissais vraiment pas dans le discours. Puis tu peux faire 2 choses. Tu peux essayer d'influencer le discours, mais quand tu vois que tu es vraiment minoritaire là-dedans puis que ce discours-là, il ne passe pas, tu te dis peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Puis j'ai décidé d'aller chez Montréal International comme présidente de Montréal International. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. C'était vraiment une belle organisation. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de me présenter comme députée dans Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est un comté que je connais très bien, qui était... c'est dans le sud-ouest de Montréal, là, pour ceux qui ne le savent pas. Là. En fait, le
centre, là, le OK. centre de ce Mhm. comté-là, c'est le marché à Atwater. Bon, Mais dans le fond, ça va jusqu'à Villémar, Côte-Saint-Paul, ça va dans la Pointe-Saint-Charles, c'est la petite Bourgogne, donc un des oui, oui. le premier quartier noir de Montréal Little réellement. Burgundy, qu'on dit. La Little petite Burgundy, Burgundy, oui, oui. anglophone, petite Oui, oui. Bourgogne, effectivement. Saint-Henri également, quartier ouvrier plus traditionnel à Montréal. Alors, je, je, je trouvais l'expérience extraordinaire. Après ça, ben, j'ai été nommée ministre de l'Économie. Comme j'avais fait ça, je suis impliquée dans le milieu économique toute ma vie. Donc, j'ai beaucoup. Montréal, oui, c'est vrai. Puis, ben, parallèlement à ça aussi, je suis restée impliquée. On a lancé une fondation pour Haïti. Avant Fondation le. Campé Oui, avec Fondation. Régine Chassagne. On a Ah, eu d'ailleurs, Chef Paul à un l'émission. Zoom ce soir pour voir tout le monde de la Fondation Campé, Oh, OK. pour saluer tout le monde, puis voir comment tout le monde se porte aussi. Et la Fondation Campé, c'est, dans le fond, à un moment donné, on me suis posé la question, je me suis dit, j'aimerais ça contribuer à quelque chose qui est autre que local. Mhm. Puis il n'y a pas une organisation qui me. J'avais différentes organisations, mais je me suis dit, on pourrait faire quelque chose de différent. Puis en même temps, Régine Chassagne, qui est la chanteuse de Arcade Fire, qui est également d'origine haïtienne, mais dont nos parents se connaissaient bien. On s'est assis ensemble et on s'est dit, ben, pourquoi pas lancer quelque chose? Puis on réfléchissait à un nom, etc. Puis je me suis dit, à un moment donné, je dis, ah, je sais c'est quoi le nom, ça va être Camper. Camper, c'est Ouais, vraiment le petit oiseau là, qui s'envole, je un pense. colibri Ouais. qui s'envole. Ouais. Camper parce que c'est cette fierté aussi d'être debout, d'être en possession de tes moyens, en contrôle. Puis, ben, on a lancé ça, mais ça, c'était avant le tremblement de terre. Puis, Ah, comme tu faisais OK. référence à ça, en 2010, il y a eu le tremblement de terre. Puis, ben, ça a été un drame. Ça a été un drame Hmm. personnel à l'intérieur d'un drame national et international où j'ai perdu mon père, ma mère, mon cousin et mon oncle. Alors, ça a été des moments extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Ça Dominique, l'est encore par moments, d'ailleurs. ben, écoute, je pense que tout le Québec, la communauté haïtienne, on est avec toi. Quand on te voit, on essaie de te communiquer cet amour-là, tu sais, parce que vous êtes des fondateurs du Québec. Ça, on peut le dire de par l'UQAM que je fréquente. Alors, franchement, merci. Euh, Camper, ça veut dire debout. Toi, tu as pris une décision de te mettre debout pour le Québec. Écoute, là, tu tentes, le Parti libéral a eu comme chef M. Couillard, il y a le chef intérimaire M. Arcan, et là, toi, tu as été une des premières du Parti libéral à annoncer officiellement que tu te lançais à la succession, à la chefferie du Parti libéral. Écoute, pour les membres de ton parti, pour ceux qui aimeraient le devenir, écoute, Dominique, quelles sont tes propositions? Pourquoi veux-tu devenir première ministre du Québec? Bon, on sait que tu as déjà été vice-première ministre. Donc là, tu es quand même assez préparé pour vouloir accéder aux plus hautes fonctions de la province, mais il faut déjà devenir chef du Parti libéral. Quelles sont tes propositions pour les libéraux et pour tous les Québécois? On t'écoute. Bien, écoute, merci. Bien, d'abord, je vais préciser qu'on est présentement en suspension de chefferie. Ça veut dire Ouais. on ne fait pas de campagne, on ne fait pas de campagne présentement à cause de tout ce qui se passe avec la COVID. Puis, vous voyez tous les enjeux que l'on vit sur le terrain. Donc, la campagne est suspendue jusqu'à temps que, bon, hier, je voyais que le Parti conservateur relançait sa campagne, jusqu'à temps qu'on commence à reprendre une certaine Semblant de... normalité dans la normalité, parce que évidemment, ce qu'on vit, c'est assez difficile. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Et c'est difficile aussi. Il va falloir imaginer que rien ne va être revenu parfaitement à la normale avant plusieurs mois, peut-être des années d'ailleurs. Donc, comment on s'adapte dans tout ça? Donc, la campagne est suspendue jusqu'à temps que le parti se dise, ben là, comme les autres partis reprennent, nous aussi, on va finir par reprendre le processus. Il reste 72 jours à la campagne électorale pour l'élection du ou de la prochaine chef du Parti Parce que libéral. il y a également un autre candidat, M. Cusson, qu'on essaiera d'avoir à l'émission également, mais les propositions, c'est sûr que c'est sur hold. Est-ce que vous, Bien, quand j'ai même, cette vous... proposition qui Oui? est faite. En fait,
j'avais lancé le slogan « Bâtir demain ». Ouais. C'est quand même, ça va être ça aussi, hein, l'après-COVID, ça va être aussi bâtir la suite des choses. Il y a des idées dont j'ai parlé qui vont être encore plus pertinentes. On n'a qu'à penser, oui, de la Charte des régions, évidemment, parce que toutes les régions vont être touchées différemment. Il va falloir s'adapter à chacune de ces réalités-là qui va toucher toutes les régions. Mais toute la question là, sociale, toute la question environnementale, le développement économique doit se faire avec des valeurs sociales fortes. On ne peut pas avoir des communautés qui sont hyper vulnérables. Puis on le voit dans le nord de Montréal, on le voit dans l'est de Montréal, ce que ça donne avoir des familles qui sont défavorisées, qui n'ont pas accès aux mêmes équipements de protection. Certains sont des réfugiés qui n'ont pas eu la réponse rapide à leur demande. Parfois, ils ont eu des réponses négatives qui demandent maintenant, d'un point de vue humanitaire. Puis tu vois que toutes ces personnes-là, en plus, contribuent. Là. Elles contribuent. Souvent, comme préposés aux bénéficiaires, vont s'exposer, elles jouent un rôle essentiel d'un point de vue social et donc économique pour le Québec aujourd'hui. Puis c'est comme si c'était passé sous le radar, puis on ne voyait pas tous les efforts qui étaient mis de la part de ces personnes-là pour reconnaître leur travail, pour qu'elles soient mieux rémunérées. Puis je dis qu'elles soient les personnes, mais ce sont souvent des femmes, pas uniquement, pas exclusivement, mais souvent des femmes. On connaît bien ça dans la communauté haïtienne parce qu'on dit toujours, tu sais, les femmes, c'est mi-temps. Hein? Donc, on voit bien le rôle des femmes qui ont souvent aussi des rôles doubles parce que ce sont des familles aussi monoparentales. Et donc, je pense qu'il va y avoir, ce qu'il faut se souhaiter, une reconnaissance de cet impact-là. Et dans les politiques, on va devoir mettre de l'avant. C'est comment est-ce qu'on va être capable d'aller toucher les plus vulnérables, les organismes communautaires. Quand on parle d'organismes essentiels, les organismes communautaires qui ont été traditionnellement les parents pauvres d'un point de vue économique, mais il va falloir réfléchir à cette économie sociale-là également, parce qu'on n'est jamais même plus fort que le plus faible de nos maillons. Alors, il faut qu'on soit capable de monter le niveau de jeu pour tout le monde. C'est ça qu'on a besoin de faire comme société. Donc, toutes les politiques qu'on va devoir mettre de l'avant vont devoir regarder cet aspect social et environnemental. Écoute, Dominique, tu as une préoccupation certaine pour Montréal. Ta circonscription est en plein Montréal, mais on sent véritablement chez Dominique Anglade une préoccupation, mais elle est nationale, là, pour les régions du Québec. Tu sais, moi, franchement, je trouve ça incroyable. Tu n'es pas juste celle qui aspire à gouverner les Montréalais, mais on sent que ta préoccupation, elle est réelle pour les régions. Tu sais, tu as été, en tout cas, moi, jusqu'à présent, là, je lis les journaux et tout, à proposer une charte des régions, tu sais, puis on sent véritablement cette préoccupation. Ton père avait cette préoccupation d'offrir les études supérieures au plus grand nombre. Puis aujourd'hui, toi, tu arrives et on sent que tu as cette préoccupation. L'environnement, on t'en entend parler de plus en plus, là, puis c'est quelque chose qu'il faut se préoccuper davantage. On sent que c'est primordial pour toi, surtout en région. Tu étais en Beauce récemment avec M. Monsef, avec M. Letao. Vous répondiez aux questions des entrepreneurs. Je te suis sur les réseaux sociaux. Tu es souvent au bas du fleuve. Tu fais des tournées. Tu es monté jusqu'à Rimouski à plusieurs reprises, en tout cas de ce que je me rappelle. Écoute, Dominique, tu aspires à être la première ministre de tous les Québécois et on sent que par ton travail sur le terrain, tu es bien reçu. Tu sais, toutes les assemblées que tu fais un peu partout au Québec, c'est pas juste à Montréal que tu rentres, tu remplis les salles. Là. Moi, j'ai vu des salles pleines à craquer. Là, tu sais. Mais en région également, de plus en plus, on sent qu'il y a une oreille attentive au message de Dominique Anglade. Peux-tu nous parler un peu comment tu es reçu en région, vite, vite? Là? Bien, premièrement, tu sais, quand on parle des régions du Québec, c'est pas un groupe monolithique. C'est très, il y a toutes sortes d'endroits avec toutes sortes de réalités. Mais ça fait longtemps aussi que j'étais vice-présidente du regroupement des jeunes chambres de commerce à l'époque. Là, ça n'a rajeuni personne, il y a probablement 18 ans. Donc, je parcourais déjà les régions du Québec dans mes fonctions aussi, oui, comme ministre de l'Économie, mais avant ça, dans le secteur privé, j'ai parcouru beaucoup les régions du Québec. Puis là, dans les derniers mois, j'en ai fait 30 000 kilomètres. Donc, j'ai été partout, fait 30 000 kilomètres.
Puis, je pense que fondamentalement, les gens, ce sont des gens, ce sont des, tu sais, c'est des individus. C'est pas, quand je disais tout à l'heure que ça m'a beaucoup appris la première job que j'ai eue où j'étais plusieurs fois une minorité, mais le contact avec l'individu, il n'y a rien de mieux que ça, il n'y a rien de plus vrai que ça. Si tu es sincère dans ton approche et tu veux vraiment aller écouter, en politique, là, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage qu'on accorde à l'écoute, à écouter ce que les gens ont à te dire, mais il faut que ce soit au moins 50%. Tu d'écoute, les solutions sont souvent sur le terrain, ils vont t'amener des propositions, ils vont dire, tu sais, il y a telle affaire qui ne marche pas, telle affaire. La Charte des régions, là, cette proposition-là, c'est pas moi qui me suis réveillée un matin et j'ai dit, oh, on va faire une Charte des régions. C'est pas mon idée. Cette idée-là, elle vient du fait qu'on a mis un groupe en place de personnes qui viennent de toutes sortes de régions différentes. On a dit, OK, qu'est-ce qui aurait du sens? Comment est-ce qu'on va matérialiser ça? Qu'est-ce qu'on aimerait proposer? Et ça émane de gens qui sont sur le terrain. Et c'est tellement important d'avoir des gens qui, justement, comprennent ce qui se passe puis qui se disent, bien, voici comment est-ce qu'on va mettre des propositions. Puis au Parti libéral, une des choses que nous devons refaire, c'est reconnecter avec les gens, mais les gens vont venir quand ils vont sentir qu'ils ont un impact, que les propositions qu'ils font mènent quelque part. Et c'est ça que je veux aussi ramener au sein du parti. La réponse sur le terrain, elle a été très bonne, très positive. Les gens veulent embarquer, veulent proposer des choses. On a encore cette semaine, il y avait quelqu'un, ça c'était dans l'Outaouais, qui avait écrit une grande lettre de proposition, d'idées, etc. Je pense que c'était 16 pages. Wow. Tu as des gens vraiment qui sont engagés, qui veulent contribuer, puis c'est ce que je remarque partout. Il faut juste écouter. Après ça, tu t'écoutes, tu proposes, puis tu restes agile aussi dans les propositions que tu fais. Tu les modifies quand tu vois que ça a plus ou moins de sens, etc. Incroyable, Dominique. Écoute, le régisseur est là, il nous reste 2 minutes. Rapidement, il y a Will Prosper qui ne serait pas content avec moi. Si je ne te posais pas une question, actuellement, on a vu les autorités de la santé publique faire une sortie en ce qui a trait à la situation dans les quartiers, tu le relatais précédemment, les quartiers Saint-Michel, Montréal-Nord. La COVID est très présente dans ces communautés-là. On sait que beaucoup de nos gens qui résident ces quartiers travaillent dans le milieu de la santé. Quels seraient les mots que tu as pour eux? Actuellement, on sent que toute l'Assemblée nationale travaille afin de rectifier le tir dans ces zones-là. Quel message aurais-tu pour eux? Je salue mes collègues aussi, mes collègues France et France Je l'ai eu en entrevue, oui. Paul et Paul Robitaille également qui sont là-dedans, puis Marc Tanguay d'ailleurs également. Mais tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont à pied d'œuvre sur le terrain pour essayer de régler la situation. Première chose, évidemment, alors moi je salue toutes les personnes qui, dans le quotidien, dans le milieu communautaire, et Dieu sait qu'on a des organismes communautaires dans Montréal-Nord, dans Saint-Michel, dans Rivière-des-Prairies, des gens qui font un travail absolument remarquable dans des conditions qui ne sont pas faciles. Alors, mon premier message, c'est de remercier toutes les personnes qui sont impliquées, qui sont engagées, qui sont ce qu'on appelle la ligne de front. Et puis de vous dire que nous, notre rôle, c'est de tout faire pour faire en sorte qu'il y ait des cliniques de dépistage, de faire en sorte qu'on soit capable d'apporter les soins rapidement et de sensibiliser tout le monde à ce qui se passe là en termes d'éclosion. Je pense qu'il y a une première partie qui a été faite cette semaine, mais on va continuer comme formation politique à le faire parce que on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, puis je pense qu'il faut avoir une sensibilité particulière pour ce qui se passe dans le coin Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Il faut que tout le monde sente qu'il y a une solidarité. Le mot-clé, solidarité, je pense. Ben, écoute, tu as un peu anticipé. Quel Québec avec Dominique Anglade comme première ministre? 30 secondes. Québec où on conjugue développement économique, environnemental et social. On est capable de mettre tout ça ensemble, où toute personne, peu importe ses origines, peu importe sa couleur, peu importe le milieu social dans lequel il vient, il est capable d'atteindre son plein potentiel, où toute région est capable d'atteindre son plein potentiel. Ce serait ça. Wow. Madame la députée, je me dois de dire Madame la députée, car franchement, on a appris à connaître Dominique Anglade sous un angle très personnel, sérieux, à cœur ouvert. On te dit véritablement
big up, tu sais, dans le langage un peu des jeunes, là, big up. Mais Dominique, le mot de la fin, tu aimerais remercier tes commettants de Saint-Henri-Sainte-Anne. Le Québec t'écoute, la nation québécoise, communauté haïtienne, là, à couteau. Les Québécois, on t'écoute. Dominique, le Je mot de la pense que fin? j'ai envie de dire oui, merci. Merci à mes commettants, mais merci à tous ceux qui. Moi, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui aujourd'hui, prennent des risques pour nous tous dans les milieux hospitaliers, dans des conditions qui ne sont pas faciles, dans des conditions qui sont précaires. Et tous les gens qui vont faire ça en notre nom à tous. Et il y a beaucoup de femmes là-dedans. Il y a des hommes, bien sûr, il y a beaucoup de femmes. J'ai été encore dans un organisme communautaire où tout le monde qui était là, il y avait énormément de femmes qui étaient au front. Alors moi, coup de chapeau à toutes ces personnes-là. Puis c'est ensemble qu'on va y arriver, mais un puis le chai palou, alors faut nous femme. Merci à tout le monde. Ben, écoute, les 15 dernières secondes, tes remerciements, Dominique. Merci à tous les commettants. Merci aussi à tous ces enfants qui sont patients et qui permettent aussi aux parents de faire ce qu'ils ont à faire. C'est pas facile pour nos plus jeunes. Il faut veiller au grain avec nos plus jeunes pour nous assurer qu'à travers tout ça, ils arrivent à être corrects parce que c'est pas facile également pour eux. Donc, merci à tous ceux qui veillent aux enfants. D'ailleurs, j'entends les miens qui sont pas très loin, mais ça aussi, c'est important pour la suite des choses. Dominique, merci pour ton précieux temps. Écoute, où voyez monter, avoir la ex-vice-première ministre du Québec, mais le titre reste, hein? Alors, ce fut plus qu'un honneur. Ben, écoute, perso, ma maman va être fière. C'est une de tes fans. Bon. Okay? Donc, messieurs, dames, nous avions Dominique Anglade, député de Saint-Henri-Sainte-Anne, avec nous sur les ondes de Coconut Podcast. Écoutez, elle vient de faire ma journée. Attends, à la maman, est-ce que je peux dire à la maman quand même? Oui, bien sûr. Bonjour spécial à la maman, puis j'espère qu'elle, là, elle est très fière de son fils parce que c'est lui qui permet de faire en sorte qu'on est capable de parler à plein de monde. Alors, merci à la maman pour le travail qu'elle a fait avec Fiston. Écoutez, maman, Madame Dominique Anglade vient de vous dire, on lâche pas. Sur ce, messieurs, dames, quelle entrevue avec Dominique Anglade. On revient avec Yves-Michel Volsi. Merci. Maintenant, nous allons rencontrer, il est présent par moments dans les médias, mais surtout si vous habitez l'île Jésus, oui, Laval, eh bien, vos enfants ont sûrement fréquenté la commission scolaire de Laval. Messieurs, dames, comme deuxième invité, c'est un ultime plaisir que de l'avoir avec nous aujourd'hui sur les ondes de Coconut Podcast. Messieurs, dames, accueillons Yves-Michel Volsi. Bonjour, Alain. Comment vas-tu? Alain, malgré le contexte, je vais très bien. Puis c'est un peu gênant de me faire présenter avec autant, de manière aussi pompeuse, mais merci. Ben, écoute, avec le travail que tu as accompli tout au long de ta vie, cette présentation, écoute, elle est digne de ce que tu as accompli pour la société québécoise, en mon nom personnel, mais au nom de la société tout entière. Nous tenons à te remercier. Yves-Michel Volsi. Moi, bon, je t'appelle Yves, mais quand même, c'est monsieur le directeur général de la commission scolaire de Laval. Actuellement, Yves-Michel, on sait que tu dois être pas mal occupé avec tes fonctions. Tu es père de famille également. Yves-Michel, comment réussis-tu à organiser ton emploi du temps, sachant que nous avons certaines règles de distanciation physique, le confinement? Comment s'opère ton travail? Et par la suite, on va apprendre à te connaître. Mais comment tu réussis à concilier le tout, là, Yves? Ben, moi, comme Québécois d'origine haïtienne, je suis un être résilient comme l'ensemble de la communauté. Les Québécois ont cette force-là. Ouais. Les Québécois et les Québécoises sont résilients et résilientes.
Donc, sans me vanter, je pense avoir cette caractéristique-là de résilience. Donc, en matière d'adaptation, comment je m'y prends? Bien, je m'y prends un peu comme tout le monde, comme les citoyens. On se débrouille avec la famille, on s'assure de respecter les règles édictées par le gouvernement, par M. Legault, qui d'ailleurs, j'écoute religieusement presque tous les jours, parce que des fois, il prend congé et c'est bien qu'il puisse prendre congé. Oui, tout à fait. Bravo, M. Legault. Il ne faut pas s'oublier. Donc, c'est ça, je travaille de la maison, j'ai accès aux technologies et l'ensemble de mes collègues ont accès aussi à cette technologie-là. Donc, on fait beaucoup de visioconférences, comme on le fait actuellement. Okay. Donc, et avec la famille, ça n'a pas été une grande adaptation. J'avais peut-être certaines préoccupations parce que les enfants, on se voit, mais avec le travail que je fais, je les vois un peu moins la semaine, plus le week-end. Là, ils me voient tout le temps. Mais finalement, ça se passe relativement bien. Et avec ma conjointe, évidemment, mais c'est le bonheur. Bon, ben oui, on se retrouve à la maison, le petit cocon familial. Vite de même, il y a le vieil adage cordonnier mal chaussé. Tu es directeur d'une commission scolaire qu'on va bientôt appeler les centres de services. On va en parler dans quelques instants. Mais véritablement, Yves, tu es directeur de la commission scolaire, mais tu es prof également de formation, enseignant. Comment ça va les devoirs avec les enfants à la maison, vite de même? Je ne sais pas si mes enfants vont écouter notre entretien, mais je vais faire montre de transparence et d'honnêteté. Ça se passe relativement bien. Pour ma fille qui est au cégep, elle est autonome, puis elle carbure au savoir, donc elle étudie en cinéma au cégep Montmorency, donc ça va super bien. Mon garçon, lui, c'est un sportif qui joue au soccer et là, je vais le plugger. Il est dans l'académie de l'Impact. Oh, félicitations. Donc, Charlot. La pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Écoute, tu viens d'une famille d'artistes. Tes parents, entre autres, ils ont été très connus dans les Caraïbes, en Haïti, au Québec lorsqu'ils sont venus à une certaine mesure. Mais tu as deux frères. Écoute, je peux pas faire l'entrevue avec toi si je parle pas de Marco Volsi, très grand joueur de basket, producteur de musique, celui qui a fait l'album de Corneille, entre autres. Les albums, chanteur également. Écoute, puis basketballeur, là, il a été joué au Michigan State, là, puis t'as son... Ben, votre petit frère, Ricky Volsi, lui-même, grand sportif, aujourd'hui impliqué dans le milieu éducatif. Écoute, le fait de savoir que tes enfants, ça va bien à l'école, l'autre il est sportif, ben, il a le temps de s'entraîner, faire des push-ups. OK. OK, oui. Okay, donc, oui. Il suit son programme d'entraînement, ils font des zooms avec les coachs. Et pour revenir à la première partie de ta question, c'est les devoirs. Il ne fait pas nécessairement les devoirs, mais il fait les travaux qu'on lui demande de faire. Puis, il est accompagné par Linda, sa maman. Okay. Mais pour faire le pont avec le deuxième volet de ta question, avec mes parents et mes frères, effectivement, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille tricotée serrée, comme on dit, et des gens très impliqués au plan communautaire et au plan artistique. Pour ne pas le nommer, mon père, Marquis Volsi, c'est l'ancien chanteur, l'ex-chanteur, je ne dirais pas ancien, ça fait un peu passéiste, l'ex-chanteur du groupe, populaire groupe au début des années 70, Les Ambassadeurs. Puis je dis ça parce que, petite anecdote, quand j'étais un peu plus jeune, parce que je ne suis pas très vieux, malgré la barbe grisonnante et les cheveux grisonnants. Travaille mon fort. Père me disait, pas mon père, mais ma mère me disait à quel point mon père était populaire. Puis je dis, bon, ils doivent en mettre un peu. Et il était vraiment populaire parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un de la communauté qui est de la génération de mes parents, quand j'ai à me présenter, ils ne disent pas « t'es le frère de Marco, t'es le frère de Ricky ou t'es le DG ». Non, ils disent « ah, le fils de Marc-Yves ou le fils de Marie-Michel, la diseuse ou de poésie. Conteuse, ou elle faisait de la comédie, Haïti, exactement. etc. Voilà. Donc, oui, j'ai eu cette chance-là et mes parents nous ont inculqué la rigueur et je dis souvent, je me plais à dire qu'ils nous ont
donner le goût du beau, de l'esthétisme, de l'esthétique, c'est-à-dire l'esthétique qui est déclinée de différentes façons, dans la façon de se présenter, de se vêtir, et surtout, mais pas surtout, mais beaucoup dans la façon de s'exprimer, le rapport à l'autre, dans la communication. Il y a des gens qui se plaisent à dire que je me débrouille bien, je dis ça en toute humilité en matière de communication. Et si les gens disent ça, c'est peut-être parce que mes parents m'ont donné ce goût-là de bien m'exprimer, de bien me faire comprendre, et ainsi de suite. Donc, tantôt, tu parlais de Marco, je compléterais le tour en disant que Ricky, évidemment, lui aussi a joué au basket. Il a été dans les 20... là, il ne faut pas que je me trompe. Là. Ricky, tu me pardonneras, mais je pense dans les 20 meilleurs espoirs, il va me chicaner, canadiens, oui, c'est Canadien. Il y a eu tout un dilemme à un moment donné. Il devait aller dans un try-out, excusez l'anglicisme, dans une séance de repêchage avec la NBA. Et notre frère Marco se mariait et il pouvait aller là-bas ou aller au mariage. Il a préféré aller au mariage de Marco. Donc, c'est pour dire à quel point on est tricoté serré. Serré, pas à peu près. Là. Écoute, le Québec est en train de découvrir les Volsi. Je pourrais parler d'un clan. L'éducation a été hyper importante pour tes parents. La communauté haïtienne, on les connaît. Plus tardivement, on va les voir même sur scène. Donc, on vous connaît. L'éducation, c'est hyper important. Il y a plusieurs jeunes qui t'écoutent ce soir. Tu es jeune de la commission scolaire de Laval. Tu as été, je le disais en préambule, un des premiers noirs hommes, en tout cas de ma génération. Nous autres, quand on t'a vu accéder, ne serait-ce qu'à directeur d'école, c'était comme wow! Tu as enseigné à Leblanc. Tous les gens qui viennent de Saint-François-Laval, ils ont eu la chance de t'avoir pendant 3 ans. Tu as été là à l'école, tu as été professeur là-bas, puis même tu as été directeur. Puis l'éducation, c'était hyper important pour ta famille. Peux-tu nous parler de ton parcours? On sait que tu as fait un diplôme pour devenir directeur à l'Université de Sherbrooke, mais l'importance de l'éducation pour Yves Volsi, pourquoi tu n'as pas été en théâtre? Pourquoi tu n'as pas fait du sport comme tes frères? Parce que vous avez certaines aptitudes, tu es quand même très grand de taille, haut de taille. L'importance de l'éducation, ton parcours, tu partages avec tes jeunes là, ce soir. Tu sais, lorsqu'on est... Premièrement, merci pour tout ce passage en revue de mon parcours. C'est toujours particulier quand on écoute les gens nous décrire. C'est même un peu gênant. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment... on a quand même fait des trucs intéressants, mais en tout cas, merci de partager ça avec ton auditoire. L'éducation. Ce que je vais faire, je vais très, très rapidement... faire une synthèse de mon parcours et je vais tenter de faire le pont avec l'importance que j'accorde à l'éducation. Donc, rapidement, j'ai été élève à l'école Leblanc, à Saint-François, du Vernier-Est. J'ai été effectivement enseignant d'adaptation scolaire. J'avais commencé un bac, j'ai fait 2 ans ou 2 ans et demi au début des années 90, au bac préscolaire primaire. Okay. J'ai fait quelques contrats ici et là de tutorat avec des élèves en difficulté et j'ai vu là poindre une passion pour aider l'autre. C'est un côté peut-être un peu altruiste de ma part, mais de la part de ma famille, de mes parents aussi, parce que je l'ai dit en préambule, c'est des gens qui œuvraient beaucoup au plan communautaire. Donc, j'ai fait le pont, j'ai été en prof d'adaptation scolaire, travaillé avec les élèves en difficulté. Ensuite, j'ai été interpellé, j'ai eu la chance, Claude Pouliot, mon ancien directeur, Marie-André Tourangeau, une autre directrice qui m'ont dit « Hey, on te voit aller avec les jeunes comme prof, comment tu mobilises les jeunes, comment tu interviens auprès. Tu devrais penser à devenir direction à un moment donné. » Je lui ai dit « Aïe, direction d'école, pour moi, c'est un monsieur avec des lunettes et avec les cheveux gris. » Mais ça, c'est il y a 20 quelques années que je disais ça. Et finalement, j'ai été adjoint quelques années, 4 ans. J'ai été directeur au primaire une demi-année. J'ai fait un remplacement. J'étais directeur à Leblanc, directeur à une grosse école, Cure-Antoine Labelle, 2500 élèves. Ensuite, j'ai eu le bonheur d'être directeur des services éducatifs, donc toute la commission scolaire, combinée avec la direction des services complémentaires et responsable des plaintes. Directeur général adjoint du secondaire, la formation professionnelle et de l'éducation aux adultes, et récemment,
Ça fait déjà 3 ans et quelques poussières que je suis DG de la commission scolaire. Mais maintenant que j'ai dit ça, le lien avec l'éducation, je ne veux pas paraître cliché, là, parce que tout le monde dit à quel point c'est important l'éducation. Effectivement, c'est important. Mais je pense que le défi qu'on a comme éducateurs, comme parents, comme les gens qui œuvrent dans la communauté, c'est de permettre aux jeunes de trouver sa voie. Et sa voie, le chemin qui va lui permettre de trouver sa voie, effectivement, c'est l'éducation. Et maintenant, je me dis que l'éducation, ce n'est pas une course contre la montre. Yes. Ce que je dis là, ça peut avoir l'air un peu particulier parce qu'on parle de décrochage. Et je dis pas, j'encourage aucunement les jeunes à décrocher, mais je dis que c'est pas que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais chacun a son parcours. Il y a des gens qui vont aller à l'école, vont avoir leur DES, ils vont aller sur le marché du travail 6 mois, 1 an, ils vont tourner à l'école. Il y en a d'autres qui vont voyager. Il nous reste 1 minute 30. Le régisseur, il est là, il reste pas beaucoup de ça va temps. aussi vite que ça. Donc, ce que je veux dire dans le fond, c'est qu'il faut, nous, dans l'environnement du jeune, de réunir les conditions pour qu'il se retrouve dans ce qu'il veut faire et qu'il constate que l'éducation, c'est un levier pour pouvoir atteindre et pas se définir, mais devenir ce qu'il veut être comme être humain, comme citoyen. Écoute, on a reçu la semaine dernière Mélanie Dubois qui nous a parlé de ce concept qui est la conception universelle de l'apprentissage. Je pense de plus en plus dans sa classe à elle, elle essaie vraiment la différenciation pédagogique. Alors, elle adapte afin de mener le plus grand nombre possible de ses étudiants à terme. Puis, il y a ce qu'on appelle la réussite scolaire, mais il y a la réussite éducative également. Puis, à la commission scolaire, pour avoir déjà fait un peu de suppléance là-bas, oui, en effet, j'ai déjà travaillé pour vous, M. Volsi. C'est une commission scolaire très dynamique. Pour les élèves. Oui, en effet, bien dit. What? Le gars, il est trop fort, quoi. Non, mais sérieux, en effet, pour les élèves. Et Yves, moi, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va être obligé de te réinviter parce que, sérieux, là, je vais faire une grande entrevue avec toi, Yves. On est en train de travailler là-dessus, puis on va faire une grande entrevue à la rentrée scolaire. On va te laisser passer l'été parce que ça va être rock'n'roll, puis à la rentrée, tu nous en parleras. Vite, vite, de même, question en rafale. Les changements qui ont été faits, proposés par le gouvernement Legault, la commission scolaire, les parents qui nous écoutent, vous allez être prêts pour la rentrée en septembre, vous allez faire de votre mieux, comme toujours? On va être prêts, toujours en respectant les lignes directrices de la santé publique et du gouvernement actuel en place. On va être prêts. Il n'y a pas de cache-choix là-dedans. Il n'y a pas de cache-choix. Celle-là est bonne. Puis on sait que là, tu travailles très fort, rapidement sur cette rentrée, je pourrais dire, anticipée en situation de crise sanitaire. C'est prévu pour la grande région métropolitaine pour le 19 mai. Là, tous les directeurs d'école, c'est pour les écoles primaires, je pense bien, vous êtes en train de plancher là-dessus. Les citoyens, ils vont recevoir l'information comment, là, les citoyens de Laval? Très rapidement, hier, on a envoyé une communication au personnel et aux parents pour leur dire que soit à la fin de cette semaine-ci ou en début de semaine prochaine, ils vont recevoir une communication de leur direction d'école, de leur enfant. Donc, il faut vérifier des courriels. Des modalités, effectivement, du retour. Donc, on comprend que c'est une entrée parcellaire puisque le primaire rentre et la formation professionnelle rentre aussi. Secondaire, éducation aux adultes, FGA, eux autres, c'est de l'enseignement à distance. Donc, c'est vraiment par le biais des outils de communication, le site Internet, notre application Mégaphone, mais surtout par le courriel des directions d'école. C'est elles qui vont les informer la population, les parents de ce qui s'en vient. Et on est à pied d'œuvre actuellement au four et au moulin pour bien orchestrer le tout, pour que le tout se fasse dans un contexte de sécurité et la sécurité et l'intégrité tant des élèves que du personnel ne soient pas compromises. Yves Volsi, avant de te laisser, c'est la question que je pose aux personnalités qui me semblent sont en train de marquer la société dans laquelle ils vivent. Est-ce qu'il y a une légère possibilité, chance que dans quelques temps, dans plusieurs années, que nous te voyons en politique au niveau municipal, provincial? Écoutez,
Ministre de l'Éducation. Bâton. Mais sérieux, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà passé par la tête, sachant que tu viens d'une famille hyper articulée, là? Je n'ai pas l'appel pour l'instant. Je ne peux pas dire jamais. Je ne veux pas dire Nice, non, OK. il n'y en a pas question, puis que dans plusieurs années, tu me cites, tu avais dit ça le 29 avril. Mais à court terme, je pense que je contribue à ma façon sur le plan administratif dans les commissions scolaires. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant, je me plais énormément dans ce que je fais. Et j'aurais le goût de dire chacun son talent. Je ne sais pas si j'ai le talent de politicien. Je pense que je me débrouille bien au plan administratif, mais on verra. On ne sait jamais. Écoute, moi, je vais te le dire personnellement, tu es un modèle. En tout cas, pour Saint-François, tu étais un modèle. Pour moi, Alain Joseph, écoute, je suis dans cette voie, je suis en train de faire des études en éducation et tout. Tu représentes ce modèle pour nous. Monsieur Yves Michel Volsi. Excusez, je suis obligé de le dire comme ça. Ton mot de la fin, tes conseils pour les citoyens, 30 secondes, véritablement, ceux qui t'écoutent, là, tes jeunes, là, tes petits jeunes qui vont rentrer à l'école primaire dans quelques jours, quelques semaines, tu es le mot du directeur général de la commission scolaire. Nous t'écoutons 20 secondes. Mais ce que j'ai à dire, c'est que je demande aux parents et aux élèves de se faire confiance. Si les parents, les familles choisissent d'envoyer leur enfant à la commission dans les écoles, mais sachez que toutes les conditions sont réunies pour accueillir comme il se doit vos enfants. Maintenant, on va respecter aussi le choix des parents s'ils sentaient qu'ils n'étaient pas confortables avec le contexte actuel. Je nous invite aussi à écouter, comme on le fait depuis le début, ce que la santé publique nous dit en termes de mesures sanitaires, d'hygiène, et ce que le gouvernement aussi nous dit. Gardons confiance, ça va bien aller. Yes. Les 15 dernières secondes sont à toi, Yves. Moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'Alain, tu m'as fait beaucoup d'honneur en me disant que, bon, je suis le modèle, mais moi, je peux te dire bravo pour l'initiative que tu as prise. Et à rebours, je sais que tu le fais déjà actuellement, peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu es déjà enseignant. Je suis convaincu qu'à ta façon, tu commences déjà à marquer la société, ton environnement, et qui sait, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui vas me remplacer. J'aurais des chaussures à chausser aussi grosses. M'en manger mes croûtes encore, Yves. Alors, écoute, Coconut Podcast, on te remercie énormément. Ce fut un plaisir. Messieurs, dames, nous avions avec nous aujourd'hui le directeur général de la commission scolaire de Laval. Oui, il était avec nous sur Coconut Podcast. Yves-Michel Volsi, ce fut un honneur. Allez regarder son parcours sur LinkedIn. Allez appliquer à la commission scolaire de Laval pour donner un coup de pouce. On revient dans quelques instants. Merci. Notre troisième invité, on lui dit infiniment merci. Ils sont considérés aujourd'hui comme étant les soldats du Québec. Ils sont en première ligne. Messieurs, dames, nous allons apprendre à connaître l'un de ces petits anges du Québec. Il nous fait infiniment plaisir d'avoir sur les ondes de Coconut Podcast Dr. Bénédicte Hébert. Merci Alain, c'est trop gentil. Docteur Bénédicte, comment vas-tu? Ça va. Je te dirais un peu fatigué. On commence à être dans la longue portion du marathon, mais on tient le coup. En ces temps de confinement, on sait que tu es docteur. On va passer en revue un peu ton CV et tes études incroyables. Mais tu as une famille. Madame attend un tout petit qui va s'ajouter à la superbe famille des Hébert. Comment réussis-tu à conjuguer ton emploi du temps professionnel, qui est celui d'un petit ange du Québec, nos soldats, avec celui d'un père de famille, Bénédicte?
Ben, écoute, moi, je travaille à l'urgence, Alain. Fait que je travaille le jour, je travaille le soir, je travaille la nuit, des fois la fin de semaine. J'ai un horaire qui est un peu sans dessus-dessous. Euh, Certains pourraient trouver ça un peu décourageant au départ, mais en fait, il faut voir les opportunités, moi, je pense. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai un mercredi puis un jeudi de congé, ce qui me permet de, ben, en ces temps de confinement, passer du temps avec mes enfants à 100% puis d'être là à 100%. Puis, tu sais, s'il faut que je travaille la nuit après ou des choses comme ça, ben, tout ce que ça me prend, c'est des bons bouchons d'oreilles pour être capable de dormir dans la journée. C'est mon challenge des dernières 6 semaines, je te dirais. Mais sinon, la vie de famille, quand on est médecin, c'est une des choses les plus difficiles avec laquelle il faut jongler, je te dirais. Puis une des choses à laquelle on ne pense pas quand on rentre en médecine. On rentre en médecine avec le goût de cette belle, je ne veux pas dire cette belle naïveté parce que c'est beau là, de vouloir sauver des gens puis de vouloir aider le monde. Puis on part tous avec ça. Puis après, on se ramasse avec des horaires ultra difficiles, des conditions de travail difficiles. Puis quand on revient des fois à la maison, on est fatigué aussi. Mais je te dirais que pour le travail famille, c'est la chose sur laquelle j'ai dû le plus travailler. Puis ça m'a demandé plus de travail que mes études même, je te dirais. Écoute, on sait que, euh, en tout cas dans ton cas, derrière ce grand docteur, euh, il y a Madame Hébert qui t'accompagne, qui te permet de pouvoir servir la nation québécoise. Le rôle de ta femme dans cette conciliation vie professionnelle, vie familiale, quelle est-elle? Ah ben, je suis content que tu me poses la question, Alain, parce que en fait, ma femme, elle aussi, fait partie des anges du Québec à sa manière. Oui, elle est gynécologue, en fait. Alors, Donc, elle, médecin aussi? ouais, ce qui rend la jonglerie familiale encore plus difficile. Je te dirais, son rôle, mon rôle, c'est notre rôle, parce on n'a pas le choix dans le contexte d'être une unité parentale, parce qu'elle aussi, elle a des gardes de 24 heures, elle se fait appeler la nuit pour aller sortir un bébé, elle se fait, tu sais, alors c'est de la gestion d'horaire, puis des backups, là. Je suis son backup, puis elle est mon backup quand il le faut. Puis on a trouvé notre manière de fonctionner. Ça a pris un certain temps, mais je pense que qui que ce soit qui ait des enfants, en fait, le sait, ça prend de l'organisation. Que tu sois médecin ou pas, la première chose que tu apprends quand tu as un enfant, c'est que ça te prend un agenda, puis ça te prend une belle prévision de ton temps pour les semaines à venir quasiment, là. Mais fait que ma femme, je l'adore, elle porte notre troisième enfant, puis elle travaille encore aujourd'hui, même à 30 semaines de grossesse. Alors en fait, je pense que je lui lève mon chapeau. Tiens, je vais en profiter. Oh. Si tu me permets, au nom de l'équipe de Coconut Podcast, mais également au nom de tous tes amis, ta famille, mais surtout du Québec en entier, ne serait-ce que dans la famille des Hébert, pour le travail que vous faites, monsieur, madame, on vous lève notre chapeau, on vous dit un grand, grand, grand merci ressenti, là, sérieux. Il y a des Ben, trucs qu'on réapprend, qu'on avait peut-être oubliés, puis les deux, là, c'est incroyable. Bénédicte Hébert, docteur, ceux qui ne savent pas, moi, là, c'est incroyable. Quand on regarde tes études, comment tu t'es investi et par la suite, comment tu vas t'investir dans ta vie professionnelle auprès de tes patients, c'est incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, t'es né à Montréal, Bénédicte? ouais, OK, c'est ça? né à Montréal. Je ne veux pas dire dans les années 70, mais en 79, malheureusement. Ouais, né à Montréal, grandi à Montréal, vécu toute ma vie de jeune homme et jeune adolescent à Montréal. Ouais. Montréalais 514, 100%. Non. Tu vas, tu vas aller faire des études, mais plus que brillantes. Moi, j'ai quelques questions après pour toi sur tes perspectives d'avenir au niveau professionnel. Dans un premier temps, tu vas compléter un baccalauréat à l'Université McGill à Exact. Montréal
en physique, c'est bien ça? Ouais. Tu vas étudier, je pense, En mathématiques et en en physique, en fait. mathématiques, ouais, c'est ça. Ouais, Tu vas étudier à un moment donné les trous noirs, là, tu sais. j'étais un peu nerd. Ouais, un peu nerd, on pourrait dire. Ben, je sais pas, tu étais juste quelqu'un de très sociable, mais également qui faisait des études incroyables. Par la suite, tu vas tellement briller par tes études, tu vas être amené à aller faire ta maîtrise avec scholarship de surcroît, bourse d'études. Écoutez, à la Calitech, qui est la California Institute of Technology, comme obtenir une maîtrise de là, tu aurais pu rester à Silicon Valley puis travailler pour l'industrie pharmacologique. Tu as fait cette maîtrise en biophysique, n'est-ce pas? Exact. Ouais, Et biophysique là, en 2 ans là-bas. puis là, tu vas même poursuivre, puis tu vas faire un doctorat Un en doctorat physique en toujours. physique. Ouais, en biophysique, plus Physique. exactement, à l'Université McGill. Je suis OK, revenu. mais Ouais. là, c'est pas parce qu'on fait un doctorat en physique qu'on peut pratiquer la médecine. Peux-tu nous expliquer, après avoir fait un doctorat, on est déjà docteur dans son domaine, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui va te pousser vers la médecine, Bénédicte Hébert? Euh, les gens, le travail avec les gens. Ce que j'aimais le plus, Wow. c'était de donner des cours. En fait, j'étais chargé de cours pendant tout mon doctorat, même un peu pendant ma maîtrise. Puis je me souviens que les étudiants des autres laboratoires, même ceux que moi, j'enseignais pas, venaient me poser des questions à mon bureau parce qu'ils savaient que, pas que Pour je donnais les vulgariser, réponses, mais que je vulgarisais, puis j'aimais parler. Puis c'était le bout que je préférais finalement, plus que faire de la recherche puis être derrière mon microscope. Puis, soudainement, j'ai croisé une ancienne amie de mon école, de Stanislas, dans le temps, Comment qu'elle qui m'a dit Hey, s'appelle? moi, Comment qu'elle s'appelle? Carolina, OK. Carolina Vozick, OK, je la nice. salue si elle écoute, qui, elle, faisait un post-doctorat puis qui appliquait en médecine. Puis je lui ai dit Mais t'es complètement folle, tu fais un post-doctorat puis tu appliques en médecine pour faire encore des années d'études. Puis, dans les mois qui ont suivi, l'idée a comme germé dans mon cerveau de dire Mais finalement, c'est pas si fou que ça. Fait qu'à ma dernière année de doctorat, j'ai appliqué en médecine, puis j'ai été reçu, puis j'ai choisi d'aller à Sherbrooke, dans le fond, pour faire mon doctorat en médecine. Wow. Puis là, des études en médecine, à l'Université Sherbrooke, je pense que c'est 4 ans de baccalauréat, c'est bien ça? Puis Exact, 4 ensuite, ans. vous avez quoi, 1 an à 2 ans de résidence? Puis c'est là qu'on décide de sa spécialisation, ou est-ce qu'on va en médecine de famille, ou est-ce qu'on devient gynécologue ou autre? Est-ce que c'est un peu ça le fonctionnement? Ouais, après les 4 ans, si tu veux, les 4 ans de tronc commun, c'est Mhm. là qu'on choisit notre résidence. Fait qu'on fait 4 ans, 5 ans dans les autres universités québécoises, puis après le tronc commun, on choisit la résidence. Puis c'est là que tu choisis ta résidence, tu la fais en médecine de famille, ou tu la fais en chirurgie, ou tu la fais en gynécologie, ou en urologie. C'est là Oui, que tu oui, bien sûr. choisis finalement. OK. Il y a une division technique entre les médecins de famille et les médecins spécialistes. On parle souvent de ça, puis dans les médias, des fois, on nous oppose aussi, puis tout ça, mais en fait, c'est tout simplement, ce sont tous des choix de résidence différents, des choix de spécialisation. Fait qu'on peut dire même spécialiste en médecine de famille, si tu veux, parce que c'est quand même une spécialité en soi. Ah oui, On de peut, plus en bon, plus sans vouloir aujourd'hui. jouer avec les termes, là, mais tu sais, Mhm. c'est là qu'on choisit la résidence, puis effectivement, la longueur, par contre, peut varier entre 2 ans et même 6 ans pour certaines résidences, là. Incroyable. En tout cas, moi, je te lève mon chapeau. Puis tu as gardé cette énergie, docteur Bénédicte. Comme, je veux dire, avec toutes ces études, occupées comme pas possible, tu gardes cette joie de vivre. Tu sais, quand les patients, tu sais, on arrive vers les patients, question en rafale, quand les patients arrivent, la bonne humeur du médecin, elle est hyper importante. Actuellement, on est en période de crise sanitaire. Lors de ta résidence, tu vas choisir médecin de famille. Alors, toi, tu as des patients. Euh, Est-ce que, ben c'est ça, au début, tu me disais, toi, tu pratiques carrément à l'urgence. C'est bien Ouais, ça? exact, exact, exact. Médecin de famille à l'urgence. Ouais, OK. ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Moi, je baigne là-dedans depuis longtemps, donc je le sais, mais je pense que beaucoup de la population ne sait pas que il y a une grande, grande partie des médecins de famille qui travaillent uniquement à l'hôpital. Ils n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas de patients. Si la grande majeure partie des urgentologues sont en fait des médecins de famille,
des hospitalistes, les médecins qui travaillent, admettons, sur les étages, qui vont avoir un patient, mettons, avec une pneumonie pendant une semaine qui reste à l'hôpital. À chaque jour, il y a un médecin qui va le voir. Mais ce médecin-là, souvent, c'est un médecin de famille. Donc, des fois, on entend dire aux médecins, au Québec, on a beaucoup, beaucoup de médecins de famille. Pourquoi est-ce que le monde s'en cherche encore? Bien, c'est parce que les médecins de famille travaillent un peu partout, à la fois en cabinet et à l'hôpital. Wow, tu vulgarises tellement bien! Oh my God! Mais là, je comprends pourquoi Calitech, puis McGill, puis Université de Sherbrooke, puis wow! En tout cas, moi, j'ai d'autres questions pour toi. Est-ce que vous faites du télétravail? Est-ce que c'était déjà quelque chose? Peut-être à l'urgence, c'est peut-être différent, mais est-ce que tu en entends parler davantage? Bien, c'est sûr, parce qu'à l'urgence, ces temps-ci, Des téléconsultations, je voulais dire. Ouais. Une téléconsultation à l'urgence, ça ne se fait pas très bien. Si tu fais une crise de cœur ou si tu as la jambe cassée en deux, t'es mieux de venir me voir. Je vais t'aider, même en temps de COVID. On a des vraies urgences, si tu veux. Fait que nous, on ne fait pas de téléconsultation à l'urgence, mais je peux te donner l'exemple même de ma conjointe en gynécologie et de beaucoup de mes collègues médecins de famille avec qui j'ai parlé dans les dernières semaines, qui sont vraiment étonnés à quel point le télétravail est efficace et faisable. C'est quelque chose qui n'était jamais rentré dans le système de la santé. Tu sais, on n'a qu'à penser même au dossier Santé Québec, là, tu sais, la petite carte à puce là, que je peux aller voir tes médicaments. Puis tout ça, ça fait seulement à peine quelques années qu'on a ça. Tu sais, avant, on des vieux dossiers papier. Là, des fois, j'ouvre encore des vieux dossiers, là, puis je cherche des informations dans des trucs épais comme ça. Tu sais, la technologie n'avait pas fait son entrée beaucoup en médecine. Puis là, on voit, force de la situation terrible qu'on vit ces temps-ci, bien, tout d'un coup, tout le monde s'est reviré. Les cliniques de médecine de famille, les cliniques de gynécologues, comme celle de ma femme, se sont mis au télétravail. Et bien, ça a deux effets fantastiques, je trouve. C'est que, un, ça permet des consultations quand même efficaces et pertinentes sans que la patiente ait besoin de se déplacer. Donc, on pense, bon, dans un contexte de pandémie, c'est différent, mais on pense que le patient ne ratera pas nécessairement sa journée de travail au complet pour aller attendre toute la journée dans un cabinet de médecin. Il va prendre 20 minutes dans sa journée de travail. Il va dire à son boss, « Boss, j'ai rendez-vous à telle heure. » Il prend le téléphone, il fait son rendez-vous téléphonique, puis il ne perd pas sa journée de travail. Donc, ça, c'est super. Puis, ça désengorge aussi les urgences, beaucoup. Yes. En fait, nous, on a vécu même une baisse de l'achalandage à l'urgence depuis le début de la crise. Parce que tout le monde reste confiné à la maison. Puis, ça fait qu'on voit seulement on va dire, les vraies urgences. Je mets ça en guillemets. Un peu comme je parlais tantôt, les grosses réactions allergiques, les crises de cœur, les gros accidents de la route, tout ça, bien, ils viennent quand même à l'urgence. Mais je dirais peut-être la personne qui a mal au genou depuis un mois, bien, elle, des fois, elle se présentait à l'urgence avec son mal de genou depuis un mois parce qu'elle n'était pas capable de voir son médecin de famille ou je ne sais pas quoi. Bien, maintenant, bien, elle a un rendez-vous téléphonique avec son médecin de famille puis elle ne se présente pas à l'urgence. Donc, ça a des effets. Intéressant. Il faut voir le positif. Il faut voir le positif, là, je pense. OK. Et écoute, ça, là, c'est vraiment chapeau bas. Le premier ministre ainsi que la ministre Mécan, M. Arruda, ont fait un appel à la nation demandant aux médecins de prêter main forte au CHSLD. Écoute, toi, tu es sur la rive sud, on peut le dire, tu y travailles. Tu as levé ta main pour répondre présent à cet appel fait par le premier ministre Legault. Donc, tu as été prêté main forte dans les CHSLD. Est-ce que la situation, tu sens du moins sur la rive sud, ça commence à vraiment se stabiliser comme on voit dans d'autres CHSLD? Du moins, est-ce que tu te sens plus fatigué, mais tu sens que c'est plus que nécessaire que de prêter main forte dans les CHSLD? Bien, je pense que oui. En fait, en une minute, la réponse. En une minute, la réponse, je vais te la donner. Écoute, je faisais mon épicerie à 4 heures de l'après-midi, je reçois un email. Textuellement, on est dans la chenoute, on n'a personne ce soir au CHSLD, on n'a personne pour la nuit. J'ai texté ma conjointe, j'ai dit « T'es correct avec les enfants? Je vais y aller. » Fait que sur un 10 sous, j'ai été faire 12 heures de nuit dans un CHSLD.
J'ai changé quelques couches, j'ai raccompagné des madames qui sortaient de leur chambre la nuit, qui étaient un peu perdues. Mais tu vois, ça a été une des plus belles expériences. Ça m'a ramené à ma belle naïveté du départ, un petit peu, de retrouver le contact avec les patients. Puis c'est ce que je vois chez mes collègues qui l'ont fait, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont répondu à l'appel. Est-ce que la situation est stabilisée? Je pense qu'on va y arriver. Mais la solution ne passe pas nécessairement à prendre tous les médecins puis à les mettre dans des CHSLD. On veut bien aider, on a cet appel-là dans notre vie puis dans notre carrière. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup de mes collègues ont fait. Mais je pense que la solution passe un peu ce qu'il est en train de faire actuellement, rediriger les ressources appropriées, les préposés, les infirmières puis tout ça, dans les CHSLD pour prêter main forte. Parce que moi, je veux bien aller aider, mais des fois, mobiliser un patient, je sais pas, j'ai pas été formé pour ça, là, tu sais, fait que je veux pas faire de fausses choses non plus, là. Fait que... Mais félicitations, sérieux, déjà d'avoir répondu à cet appel, si tu me permets l'expression, sur le fly et vraiment la coordination avec la famille. Big up. La question que je pose aux grandes personnalités comme toi, avec ta capacité de vulgarisation, est-ce qu'il y a une possibilité de voir Dr Bénédicte Hébert en politique, prochain ministre de la Santé, chaussant les grandes chaussures de Mme Mécan, précédemment M. Barrette et tous les autres qui sont passés avant? Écoute, ton dynamisme, tu es pluridisciplinaire, tu es sur le terrain, tu es en contact avec beaucoup de monde. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà passé par la tête? Oui, non, la porte n'est pas fermée, pas pour l'instant, jeune famille? Écoute, je te dirais que la porte ne serait pas fermée à 100%, mais je pense que pour l'instant, j'aime trop être sur le terrain. On fait quelques tâches administratives à l'hôpital, mais c'est de gestion, puis des trucs un peu para-hospitaliers, puis comment améliorer un peu le système, des choses comme ça. Mais ce que je préfère encore, c'est être sur le terrain, puis essayer de sauver des vies. On n'en sauve pas tout le temps, mais des fois, ça peut arriver, fait que c'est ce que j'adore le plus. En tout cas, je pense que la classe politique québécoise vient de découvrir tout un atout, tout un médecin. Écoute, le mot de la fin, 15 secondes, tes remerciements, tes patients, tes collègues, le personnel de la santé avec qui, 15 secondes, le mot de la fin, Bénédicte Hébert. Moi, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont à voir avec le système de la santé, puis ça inclut les familles des médecins, les familles des préposés, les familles des infirmières. J'ai vu du monde fatigué à l'hôpital, j'ai vu du monde fatigué au CHSLD, mais tout le monde garde espoir. Puis l'amour que vous nous envoyez, les arcs-en-ciel, les mots, les choses comme ça, ben lâchez pas parce que c'est un marathon. On n'est pas dans un sprint, on en a encore pour des semaines, si ce n'est pas quelques mois, de vivre avec ça. Donc, lâchez pas parce que tout l'amour que vous nous envoyez, on le reçoit puis ça nous fait du bien. Écoute, en mon nom personnel, au nom de l'équipe de Coconut Podcast, au nom de la nation québécoise, nous vous disons merci à toi et madame, à vos enfants, à la famille élargie, rapprochée des Hébert, mais surtout un grand, grand, grand merci. Le temps que tu m'accordes là, tu sais, t'es voir déjà en direction de l'hôpital, mais franchement, big up, big up, big up. On va s'en rappeler tout le temps de cet effort collectif que vous avez donné de votre temps personnel, le personnel de la santé, nos petits anges. Merci, Bénédicte. Alors, messieurs, dames, nous avions Dr Bénédicte Hébert. Oui, en effet, il est médecin, mais également détenteur d'un PhD, oui, en physique. Incroyable. Alors, ce fut tout un honneur de l'avoir avec nous. Allez sur les sites Internet pour avoir l'information gouvernementale en ce qui a trait à la crise sanitaire. Alors, on revient dans quelques instants. Merci. Dernière invité, un invité de marque, un artiste international. Il est connu de par l'Europe, les Caraïbes, l'Amérique. Il habite actuellement sur le continent américain, je vous dirais. Messieurs, dames, c'est un immense plaisir que de recevoir à Coconut Podcast Michael Benjamin, de son nom d'artiste, Mika Ben. Mika Ben. Comment vas-tu? Yes.
Ça va très bien, merci. Merci pour l'accueil et merci à Coconut Podcast pour cette belle émission. Je suis content d'être avec vous ce soir. Ben écoute, c'est un plaisir pour moi, Alain Joe, d'être avec toi à Coconut Podcast Mika Ben. Écoute, en ces temps de confinement, un artiste comme toi, de renommée internationale, plusieurs concerts, surtout dans la période estivale qui s'en venait. Comment vis-tu le confinement? On sait que tu es un petit garçon, là, tu es pris entre deux pays, là, tu n'es pas à la maison, je te dirais. Comment vis-tu le confinement, Mika Ben? Bon, en fait, le confinement pour moi, c'est... la seule différence, c'est que je ne suis pas aussi actif et à l'extérieur, mais moi, ma vie, c'était surtout à la maison, tu vois, créer les trucs, je créais tous mes trucs chez moi, dans mon studio, avec mon laptop et mes écouteurs, et puis ma petite carte de son, et puis mon micro. Donc, en fait, pour la partie créativité, ça m'a pas trop affecté. Mais au point de vue prestation, si tu veux, tout est bloqué là. Et on est en train de planifier les prestations en ligne. Mais c'est sûr que c'est plus la même dynamique. Ça a tout changé. Et bon, heureusement, je suis chez la famille, donc je suis confortable là où je suis. Je suis à Tampa. Et comme tu disais, mon fils, il habite à Montréal. Donc, mais voilà, j'étais censé déjà être à Montréal depuis la dernière fois que je l'ai vu en Haïti parce qu'il entre toutes les vacances. Donc, après les vacances de Noël, il est retourné à Montréal. J'étais censé aller le voir depuis la fin du mois de février, comme d'habitude, mais bon, on sait ce qui s'est passé déjà. Tout a été mis en halt. Donc, pour le moment, et je lui parle presque chaque jour. C'est grâce à Dieu. Heureusement, la technologie nous garde toujours en contact. Donc c'est ça. Donc, je vis ça. Je prends ça tranquille, tu vois, et je reste inspiré. Je continue à créer. Je crée de nouveaux morceaux. J'écris plein de nouveaux trucs. Je produis pour d'autres artistes, les artistes haïtiens comme les artistes qui ne sont pas haïtiens. Donc, je tiens le flambeau, quoi. Écoute, Mika Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton père est un chanteur, je vais utiliser l'adjectif, célèbre dans les Caraïbes, en Haïti. Il est connu de tous. Quand tu viens à Montréal, tu es à Montréal, les plus vieux te rencontrent. Ah, où c'est petite Lionel Benjamin? C'est le fils de Lionel. Et puis là, écoute, ils sont super contents de voir comment tu as grandi et tout. Mais c'est vraiment en grandissant, et je pense bien, l'influence de papa qui va faire en sorte que tu vas débuter à toucher un peu des instruments que tu retrouves à la maison en accompagnant papa au studio. Tu vas devenir vraiment un instrumentiste. Tu joues de la guitare, de la basse, du tambour, un peu de percussion. Moi, je t'ai vu toucher au piano. Mika Ben, à quel moment vas-tu vraiment décider de faire de la musique, ou du moins tu vas commencer à t'y intéresser? Peux-tu nous dire ça, là? Bon, la musique, j'ai ça dans le sang depuis que je suis petit, je fais de la musique. Et pas de façon professionnelle, mais de façon très sporadique. Et puis, bon, c'était juste pour le fun, tu vois. Okay. Et comme tu disais, j'ai grandi en observant mon père en train de composer des chansons, en train de faire des prestations aussi, parce que je savais aller dans quelques de ses prestations. Donc, ça veut dire que je savais le suivre. Je le suivais dans ses concerts. Okay. Donc, dès le plus jeune âge, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, tu vois. Et donc, entre autres, j'étais dans la chorale de mon institution primaire, okay. Et chez Colette Millet. À Port-au-Prince, ça? À Port-au-Prince, c'est ça. Okay. Donc, c'est là que j'ai grandi. Je suis né et j'ai grandi à Port-au-Prince jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, du coup, j'étais très incliné vers la musique dès le plus jeune âge. Mais je n'avais aucune idée que ce serait devenu une carrière, tu vois. Et vers l'âge de 15 ans, 12, tu vas écrire ta première chanson, 12 ans? Non, à 16 ans. À 16 ans, okay. J'ai écrit ma première chanson. Mais avant ça, j'ai commencé à toucher aux instruments. Alors, mon premier instrument, le tout premier instrument que j'ai commencé à toucher, c'était le piano dès l'âge de 8 ans. Et mon père avait acheté un piano pour nous à la maison, donc et je jouais ça par tâtonnement, c'était rien, il n'y avait pas de leçon, il n'y avait pas, bon, bien sûr, mes parents ont essayé de nous mettre aux leçons. Quand je dis nous,
Moi, j'ai un grand frère et une grande sœur. Donc, nous tous les trois, ils ont essayé de nous mettre aux leçons, mais ça n'a pas tenu. OK. Parce que bref, c'était plat. C'était plate. Bon, on va dire le vrai mot. Donc, nous sommes pas restés aux leçons, mais on a continué à jouer d'oreille et au piano et à essayer de tâtonner tout ça. Mais c'était surtout moi qui étais le plus passionné de ça, tu vois. Donc, ensuite, j'ai mon cousin David Dupuis qui m'a appris mes premières touches compas sur le piano. Et puis, à l'époque, c'était David Dupuis, il jouait dans Jacout. Ensuite, il y avait eu Compas Créole. Et c'était à l'époque de Compas Créole vraiment que j'ai commencé à apprendre quelques morceaux. Et compas, si tu veux. Et puis, de là, j'ai commencé à jouer un peu avec tout ça. Et puis, tout de suite, vers l'âge de 14-15 ans, mon père m'a appris mes premiers accords sur la guitare classique. Et puis, il m'a appris quelques techniques si tu veux, d'autodidacte. Et depuis lors, j'ai juste appris tout seul. J'ai appris tous les morceaux de Bob Marley par cœur. Et c'était le premier artiste que j'avais étudié. C'était Bob Marley. Et ensuite, bon, bien sûr, d'autres morceaux comme les Boyz II Men, les Sweet Mickey, Alan Carvey. Bref, on fait de tout ce qui a à voir avec si tu veux, mes inspirations et mes modèles en tant que musicien et artiste. Et puis, j'ai appris plein de morceaux et c'est comme ça que j'ai vraiment développé mes connaissances, un intérêt dans les instruments. Et puis, j'ai continué à tâtonner, jouer un peu avec le piano. C'est la guitare, c'est le piano. Et puis, de là, vers l'âge de 16 ans, justement. Voilà, c'est ça, là. Et justement, et à l'âge de 16 ans, comme j'avais quand même pris assez d'expérience à m'accompagner, si tu veux, à chanter d'autres morceaux qui ne soient pas les miens avec la guitare. Je me suis dit, mais si je peux faire ça, laisse-moi essayer de composer quelques trucs. Et c'est comme ça que j'ai juste inspiré une première composition qui s'appelait Forever Mine, qui est sur l'album. C'était ma toute première composition, Forever Mine, qui est sur l'album Voyage, justement. Oui, le premier album. Le premier album et premier morceau sur l'album, qui s'appelle Forever Mine. Que tu as commencé à Montréal, je peux dire. Non, pas celui-là. Non. Non, Voyage? Forever Mine, je l'ai composé en Haïti. Mais Voyage. L'album Voyage, je l'ai bouclé à Montréal. Tu l'as bouclé à Montréal. OK. Je l'ai bouclé, mais j'avais déjà commencé à composer des morceaux. OK, superbe. Mais je n'avais pas tous les morceaux et j'ai bouclé le tout à Montréal. Mikaben. Mais j'avais déjà commencé en Haïti. OK. Mais Mikaben, on sait que ton père est très connu pour ses chansons de Noël. Si tu as été mis un peu sur la map en Haïti, c'est entre autres un concours de chansons de Noël. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? Et qui va peut-être être un de tes premiers hits, moi, en tout cas, personnellement. Et jusqu'à présent, c'est l'un de mes plus reconnus, jusqu'à présent. D'accord, donc Noël Tristesse. Après 20 ans. Ouais. Après 20 ans, Noël Tristesse. Peux-tu nous parler de l'importance des chansons de Noël en Haïti? À une certaine époque, récemment, tu nous as donné un Afro-Noël qui était assez intéressant, je te dirais. Messieurs, dames, je vous invite à vous rendre sur YouTube et de chercher Afro. On mettra le lien. Allez vous abonner. Abonnez-vous à ma page YouTube. Vous allez tout trouver. On s'abonne à la page YouTube de Mikaben. Excellent, Mikaben. Donc, peux-tu nous parler un peu de cette chanson Noël Tristesse qui va te propulser, là, je te dirais, là, véritablement au-devant de la scène en Haïti? Alors, justement, et Noël Tristesse, et je pense que c'est ma troisième composition. Tout de suite après Forever Mine, j'avais composé Oupati. Oh, succès! Mais ces chansons n'étaient pas encore sorties à l'époque. OK, c'est ça. Vous comprenez? Même si je les avais composées, mais elles n'étaient pas encore sorties. Donc, j'étais en train de les faire empiler, tu vois. D'accord. Donc, et justement, la troisième composition, c'était Noël Tristesse. Et c'était l'époque de la Noël. Donc, j'avais sorti ce morceau. Et j'ai composé ce morceau en Haïti, mais je l'ai enregistré à Montréal, à ma première année à Montréal. Marco Volsi. Avec Marco Volsi, exact. Grand producteur, celui qui a produit les albums de Corneille. Écoute, là, tu avais tout un producteur pour
ton Ah premier ouais, album, ta Banco, c'est première chanson, écoute, pas pire ça. Oui? ouais, c'était Poursuis pas mal. un C'était peu. entré dans la cour des grands. Puis quand tu rentres en Donc, Haïti avec cette chanson, comment c'est et puis accueilli par... justement, donc, je rentre en Haïti avec cette chanson et il y a un concours de chansons de Noël officiel sur l'une des plus grandes chaînes de télévision en Haïti, qui s'appelait Télémax à l'époque. Mhm. Et j'ai soumis ma chanson et c'était la chanson qui était la plus populaire du concours. Mais malheureusement, elle avait remporté la 4e prime. Et il y a plein de gens il y a eu plein de pleurs et de grincements dedans ce jour-là. Les gens, ils ont pleuré, ils n'étaient pas contents, ils étaient déçus parce qu'ils savaient que c'était moi qui étais le premier. Donc, malheureusement, qui sait bien, qui sait si c'est mal, de toutes les façons, je n'ai pas remporté la première prime, mais c'était cette chanson qui m'a introduit à la musique en tant qu'artiste. C'était ma première prestation, ma première composition que j'avais présentée à mon audience. Et depuis lors, c'était parti pour moi. Bah, il a décollé. Parce que, Décollé. écoute, Mika Ben, on va faire une revue un peu de ta carrière. Il nous reste 4 minutes là, déjà. Là, achalandé. Mika Ben, ton premier album, Voyage, tu vas déjà préparer pas mal de morceaux en Haïti. Tu vas venir le terminer en quelque sorte à Montréal, en tout cas le boucler, je te dirais. Voyage, tu vas nous proposer les chansons Oupati, qui est comme ton Oupati qui t'aime. Ouais. Ça, c'est chétif. Le morceau chétif. Pour ta première copine, je pense, en tout cas. Ouais, OK. Puis là, par la suite, tu vas faire une toune dancehall avec un artiste. Écoutez, il est en train de se préparer. Montréal, vous allez le découvrir. Chicks Simon. Son vrai nom, Patrick Simon. Patrick Simon, ouais. Écoute, Patrick Simon, c'est comme mon frère. On a commencé la musique ensemble à Montréal. Oh, OK, bon. Il était là quand je composais les autres morceaux, il était toujours là. Donc Chick Simon, Block Up. Puis par la suite, écoute, tu vas vraiment te faire connaître. Tu vas jouer, je me rappelle, au Francofolie à Montréal. Mais ça, c'était super, là, sur Sainte-Catherine. Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique. Ensuite, écoute, là, t'es également, Oupati va te montrer que tu as une capacité en compas également. Donc là, tu vas te lancer dans toute une aventure compas, je te dirais, tout en faisant tout plein de styles différents. Certains diront, mais il aurait dû juste choisir le compas. Mais bien sûr. Te laisser rallier à tes feelings. Qu'est-ce qui va t'amener vers le compas, vers le hip-hop? Tu vas faire des musiques là, assez intéressantes en rap créole, des collaborations. Mika Ben se définit comme faisant quel genre de musique, ou il fait juste de la musique? Je fais juste de la musique. Et on me demande c'est quoi mon style. Je dis mon style, c'est la musique. C'est mon style. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle C'est mon style. C'est mon style. Il s'agit du dancehall, c'est la diversité, c'est mon idole, c'est mon style. Quand je dis c'est la diversité, c'est mon idole, ça veut tout dire. Moi, j'idolâtre tout ce qu'il y a de diversité. Moi, c'est la musique, quoi. Si le feeling, ça passe, je vais pas me dire, ah non, je suis un artiste compas, je ne peux pas faire de reggae. Ah non, je suis un artiste reggae, je ne peux pas faire de hip-hop. Non, moi, je fais tout ce qu'il y a à voir avec la musique. Dès que le feeling passe, je suis là-dedans, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, tout de suite après, ou parti justement avec Aïssan Troubado, qui était un énorme succès dans le monde. Et je suis parti avec justement avec mon propre groupe, Crazy. Et ensuite, il y avait aussi l'album Sim Tegenzel. L'album qui avait un petit chance, Sim Tegenzel, 40 ans de me. Donc, après ça, c'était mon deuxième opus que j'avais fait à New York, surtout. Et j'ai eu la participation de plein d'autres artistes sur cet album, parmi lesquels T-Vice, Karimi. Non, T-Vice et Karimi qui avaient participé sur l'album avec moi, Andy Barrow. C'était le producteur de cet album. Nice. Et puis, tout de suite après, c'était Crazy, c'était l'aventure Crazy. Mon groupe compas que j'ai fondé avec mon cousin David Ducou, justement. Et qui a eu beaucoup de succès aussi, surtout au carnaval. Et puis, entre autres, moi, j'ai continué avec ma carrière solo, j'ai continué à faire des trucs hip-hop, des trucs dancehall, enfin, un peu de tout. Et puis, bien sûr, il y avait beaucoup de collaborations avec Karimi, surtout Femme Samové,
Baby, I Comme miss ça, you. mauvais. Ouais. Mauvais. Ouf, Mika, t'as tellement de succès. Le monde de Montréal, tu sais, des fois, tu pars puis tu joues à New York, t'es en Floride, t'es dans Ouais. les Caraïbes, les Ouais, îles Montréal passe françaises. pas assez souvent, par contre. Mais Montréal, écoute, là, moi, Je j'aimerais... néglige Montréal. Je Sérieux, néglige Montréal. Ben, écoute, je pense qu'on va travailler pour que ça l'arrête, là. Ouais. Écoute, j'aimerais ça te voir faire un featuring avec genre Ariane Moffat. Tu sais, je veux... Ouais, tu sais, on va... Ouais, parce que, écoute, t'es pas n'importe qui. Tu vas être Non. signé par... Ça, c'est malade, là. Par Warner France, d'accord, pour Ouais. cette chanson Tipamna avec Ouais. le grand artiste Avec Jay Perry. Comme si, messieurs, Ouais. dames, vous comprenez? Et franchement, c'est une aventure, ça va être incroyable. Ça va t'amener même à faire des collaborations avec des artistes de l'Amérique latine, Randu, Tentation. Ouais. Et écoute, ça Ouais. aussi, donc là, tu t'ouvres sur un marché encore plus grand. Mika Ben, est où la limite en 20 secondes? Il n'y a pas de limite pour moi. Ça ne fait que commencer. Ouais, Et c'est mes ça. contacts se multiplient encore plus. Il y a encore plus de grosses collaborations, de gros feats en ligne qui sont déjà faits. Et par contre, avec l'histoire de la quarantaine à cause du coronavirus, on a dû ralentir un peu tout ça. Mais c'est en attente et ça va, et c'est officiel. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui vont sortir que les gens ils vont flipper. Je te promets, vous Ouais, allez mais flipper Mika, t'es là. pas en attente, là. C'est pas vrai? Parce que, messieurs, dames, ils nous disent ça, mais pendant ce qu'ils appellent quarantine aux États-Unis, le confinement, la quarantaine, il a sorti une chanson parce que tu es très impliqué socialement également pour Ouais, conscientiser absolument. la population haïtienne. Ça, c'est chapeau bas, patron. Ouais, Tu vas merci. sortir cette chanson Pas moyen. Tu sais, Ouais. vraiment, qui veut dire ne me touche pas, parce qu'en Haïti, Ouais. les gens, ils ont vraiment, tu sais, ce côté chaleureux, où ce que Ah les ouais, gens, ils se donnent des ouais. accolades, la Ah poignée ouais, de tout le main, temps. tu sais. Tout le Puis temps. là, tu as fait une chanson véritablement pour conscientiser la population qui, des fois, que l'information ne se rend pas à eux, mais elle se rend en chanson et en musique. Absolument. Parle-nous de Absolument. cette expérience en 40 secondes. Il nous reste 3 minutes, Mika. Bon, ben, la chanson m'est venue et m'a été inspirée par un ami à moi que vous connaissez certainement, Atis Punch, et qui avait posté, il avait affiché une petite vidéo avec Chichi. Et tout de suite après, c'était au moment où on nous disait que peut-être que le coronavirus va atterrir en Haïti, donc il faut prendre des précautions. C'était justement ce même jour-là. Et il a posté quelque chose, il a dit, non, moment quarantaine, ouais, non, moment coronavirus, ça, Green Man Gazou. Pas même, pas même, pas même. Touche-moi pas, touche-moi pas, touche-moi pas. Ouais. Et puis, direct, c'est venu. La chanson est venue. Pas même, restez là, avec coronavirus. Direct. Et je me suis dit, alors, je vais écrire ça vite fait. J'ai Puis elle est catchy, là, tu sais, elle reste dans la tête. Ah ouais, là. c'est super catchy. Super catchy. Puis, il faut vraiment souligner, moi, on va donner le lien direct en dessous de l'entrevue pour que les gens aillent voir la vidéo que tu as fait, qui est quand même intéressante. Vidéo, animation, Animation, ça, c'est super cool, tu sais, une touch un peu nouvelle, puis ça sensibilise les jeunes également qui peuvent ainsi sensibiliser leurs parents. Big up. J'aimerais que tu fasses une tune de même pour le Québec. Ouais. Ça, non, mais distanciation physique. Non, tu sais. Mika, on va faire très rapide. J'ai quelques questions en rafale pour toi parce que le producteur, il est comme « Hey, Joseph, let's go, Tidjo. » Ta chanson préférée, je t'en donne une liste, puis si je n'ai pas nommé la tune dans la liste, tu me la donneras. Ta chanson préférée, entre Oupati, Simte Genzel, Oupati, Simte Genzel, Noël Tristesse, Haïti C, qui est, en tout cas, Haïti C, que on va sûrement, je vais demander l'autorisation à ton gérant, mais on va la mettre à la fin de ton entrevue. Ça, c'est notre volet. Ça, c'est comme la chanson phare, c'est un hymne
haïtiens aujourd'hui. En tout cas, ça devrait. Tu as des carnavals incroyables durant les périodes carnavalesques. Tu te fais un devoir de toujours sortir une toune quand la situation le permet. Aïe Bobo avec Paul Beaubrun, tu sais, comme artiste plus qu'international. Mika, ben, le choix est difficile. Il y en a tout. Et on va dire pour Chick Simon, là, il va dire Petit Joe, t'es pas cool. Block Up, sur Voyage. Quelle est ta chanson préférée parmi toutes les tunes que tu as fait, Mika Ben? Wow. 5, 4. Je vais te dire honnêtement, je dirais Pouki Seli. Pouki Seli. Peux-tu nous fredonner un petit quelque chose? Pouki Seli, sur toute la terre bénie, aurait les ténèbres à côté, mais s'il souffrit. OK, Mika, pas bail tout. C'est sur mon dernier album MKBN que vous pouvez aller découvrir. MKBN, oui, sorti en 2018. Ouais. Excellent, Mika Ben. Wow, OK. Puis moi, je me suis toujours posé ça, ces questions. Alain Joe, producteur, je prends ma minute à moi. Comment tu fais pour te rappeler toutes question. Les paroles? Patrick, il me dit toujours ça. Moi, sérieux? Mike, il dit Mike. C'est vrai. Non, mais tu te rappelles même des tunes que j'écrivais dans le temps, que tu avais fait des petits arrangements, Little Rasta avec Raphaël Joseph. Puis aujourd'hui, tu te rappelles encore des paroles. Ouais. Comment fais-tu réellement, Mika Ben? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça, c'est un don. Je pense que c'est un don, mais aussi, ça vient avec la pratique, tu vois. C'est-à-dire que, parce que quand même, l'esprit, c'est un muscle. Donc, plus tu dois te rappeler des chansons pour aller chanter live tout le temps. Donc, c'est un mécanisme que tu développes et puis, bon, ça devient seconde nature, quoi, j'imagine. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu faisais tes études, on a eu la chance de fréquenter le collège français ensemble avec M. Tchenevsky, tu sais, Oleg. Ouais, Tchenevsky, c'était... Tchenevsky, M. Bruno dans le temps. M. Bruno. Puis, tu étais assez brillant à l'école, Mika Ben. Tu aurais pu choisir une voie dans la communication ou autre, mais tu as choisi la musique. Mais en tout cas, ça t'a bien servi. La musique m'a choisi. Ah, OK, super. Mika Ben, question rafale. Ton artiste préféré? Lionel Benjamin? Bob Marley, de tous les temps. Bob Marley, yes, respect. Top. Yes. Positive vibration. Puis là, c'est en rafale. Tu as tellement voyagé, on le sait, puis là, on veut que tu nous donnes les bons endroits. Lovely, elle avait fait une entrevue avec toi, parce que c'était un peu ça. Les endroits les plus cool que tu chill ou l'endroit le plus cool à chill, à s'amuser, à avoir du fun en Haïti? Rapide. Pas réfléchir. Cadras, au Cap-Haïtien, Fred Labadie. OK, nice. L'endroit le plus chill à Port-au-Prince? Pour moi, c'est les montagnes. C'est Furcy. Furcy. Oh, nice. OK. Nice. Puis où tu joues. OK, nice, Furcy. L'endroit le plus chill aux États-Unis? Floride, New York, Miami, Boca Raton, Tampa. Là, c'est départagé. Chaque endroit, ils ont leur truc. Fais pas faire de jaloux, hein? C'est ça, toute une carrière qui t'attend dans la diplomatie internationale pour l'UNICEF, genre. L'endroit le plus chill pour toi à Montréal? Moi, là, j'ai une réponse en tête. Moi, ce serait Mont-Royal. C'est ce que je m'attendais comme réponse, oui. Le Mont-Royal. Tam-tam et tout, c'était... Puis Mika Ben, tu as souvent la chance de performer à Paris. Tu as fait une super vidéo, je pense, avec Ruchel, ça se peut-tu? Je sais pas avec qui. Ouais, bon, en fait, c'est ma chanson, mais c'est moi qui ai composé, qui ai tout fait, mais c'est sur l'album de Ruchel. Et vous avez tourné à Paris. C'est en mélodie. Ouais. Mais peux-tu me dire ton endroit le plus chill à Paris? Bon, pour te dire honnêtement, Moulin Rouge. Moi, je dirais le Louvre. Parce que. OK. Ça, c'est ton côté. L'endroit le plus. Oui. Très philosophe. Voilà. D'ailleurs, tu te souviens au cours de philosophie avec
avec Bruno. Oui. Moi, c'est des 92, des 93. Ouais, je me rappelle, G, à chaque comme fois. si... Mais... Et sans même étudier, tout ça, tout le monde me disait, mais comment tu fais? Ben, tu sais, je fais de la philo actuellement aussi à l'université. Mika ouais. Yes, Mika Ben, tes remerciements. On termine. Ça a été tellement rapide. Sérieux, on va te réinviter. Ton prochain album, tu passes à Coconut Podcast, on te reçoit à Montréal. Mika Ben, tes remerciements. Eh bien, je te remercie, toi, Alain. Merci d'avoir pensé à moi pour le podcast. Et merci à tous les fans qui sont branchés de partout. Je vous rappelle de me suivre sur les pages et sur mes réseaux sociaux. Mika Ben 509 pour Instagram, Mika Ben pour Twitter et Facebook, et TikTok, Mika Ben Music. Et puis Snapchat, c'est It's Mika Ben. Et puis bien sûr, ma page de YouTube, c'est Mika Ben. Allez vous abonner à toutes ces pages, suivez-moi. Je remercie une dernière fois Coconut Podcast pour l'accueil et puis on se voit bientôt. Merci, Mika Ben, ce fut un honneur. Messieurs, dames, nous avions avec nous Michael Benjamin, oui, fils de Lionel Benjamin, sur Coconut Podcast. Mika Ben, son dernier album, MKBN, sorti en 2018. Allez mettre la main là-dessus. Mon frère, il écoute ça comme dans sa voiture à tous les jours. Sur ce, messieurs, dames, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Merci, au revoir. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie avec Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali avec Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade avec Montville.